Assalamu alaikum, bienvenue dans la masterclass Investissement, comment construire son premier portefeuille halal et rentable. Alors, qui suis-je? Je suis Mohamed, fondateur du concept The Muslim Investor. J'ai une formation d'ingénieur, je suis cadre dans le secteur pétrolier depuis 2010. Mon aventure en bourse commence en 2020 quand je commence vraiment à m'intéresser à l'investissement. Et puis j'ai moi-même commencé à investir fin 2022, début 2023. Et j'ai réalisé une performance, walhamdulillah, de 23% en 2024. En parallèle, je me suis formé avec des analystes financiers, donc la formation proposée par Ibu Expert. Je suis actuellement une formation en économie islamique proposée par le docteur Mohamed Lehlou. Et enfin, Inch'Allah, à l'avenir, je souhaite me faire certifier par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass? Tout d'abord, on va parler des fondamentaux de la bourse. On va aussi discuter, je vais vous présenter ma philosophie d'investissement inspirée des plus grands comme Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger ou encore Terry Smith. Je vais vous montrer comment on trouve et on analyse simplement des sociétés pour trouver des pépites. Et enfin, on va parler de la construction du portefeuille gagnant, Inch'Allah. Partie 1, les fondamentaux de la bourse, pourquoi la bourse, et on verra aussi la vision islamique dans l'investissement. Alors d'abord, pourquoi investir? C'est une question légitime qu'on pourrait se poser. On pourrait très bien se dire, je gagne mon salaire, je mets une petite partie de côté et je ne me prends pas la tête à investir parce qu'investir, comme tout le monde le sait, ça comporte des risques et on peut perdre son capital. Mais moi, je vois trois raisons principales d'investir. La première, c'est de ne pas s'appauvrir. Il faut savoir que chaque année, dans les économies stables, hein, comme les pays d'Occident, le Canada, les États-Unis ou la zone euro, on a une inflation qui est, euh, qui est de l'ordre de 2 à 3% par an. C'est-à-dire que chaque année, on perd 2 à 3% de pouvoir d'achat. Donc sur une dizaine d'années, ça nous fait à peu près 30% de pouvoir d'achat perdu. C'est-à-dire que ce qu'on achète aujourd'hui avec 10 000 euros, dans 10 ans, euh, on ne pourra pas, tout simplement. Dans 10 ans, notre argent, si on le laisse dormir sur un compte courant, il vaudra peut-être entre 6 et 7 000 euros d'aujourd'hui. La deuxième, c'est le risque de faillite. On est dans une économie stable à la zone euro, mais il faut savoir que dans certains pays comme la Turquie, le Liban, l'Égypte ou certains pays d'Amérique centrale ou d'Amérique latine, des banques ont fait faillite. L'inflation était de 200 à 300% sur certaines années. Donc il y a des personnes qui ont perdu toutes leurs économies, tout ça parce qu'elles avaient laissé leur argent placé sur un compte courant. Donc il faut au maximum, autant que faire se peut, placer son argent et le sortir de la banque, que ce soit en actions, que ce soit en or, que ce soit en immobilier. Il est très dangereux de laisser trop de cash sur un compte courant. La deuxième raison pour laquelle investir, que je vois moi, c'est de préparer son avenir. Que ce soit le Hajj, les études des enfants qui coûtent de plus en plus cher, ou encore la retraite, vous n'êtes pas censé savoir que la retraite en France est un système par répartition, et il est fort probable que toutes les personnes de moins de 45 ans ne bénéficient pas ou bénéficient d'une retraite très faible comparée à la retraite de nos parents. Le Hajj, pareil, hein, il y a une dizaine d'années, le Hajj c'était entre 3 et 4 000 euros. On avait un hôtel en face de la Kaaba, on pouvait rester 3 semaines, pension, demi-pension. Aujourd'hui, une prestation de ce type, c'est minimum 9 000 euros. Et enfin, dernière raison d'investir de mon point de vue, c'est de s'enrichir et d'atteindre, pourquoi pas, une liberté financière. S'enrichir en islam, ce n'est pas quelque chose de haram. Il faut garder cependant une bonne niya. Et, euh, et si on a une bonne niya, Inch'Allah, il n'y a pas de mal à vouloir s'enrichir tant qu'on fait le bien avec cet argent. Alors maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu pourquoi investir, pourquoi la bourse, pourquoi choisir la bourse, alors là je vous ai mis un graphique qui représente 100 euros investis, ou 100 dollars, mais bon c'est pareil, en 1928 pendant 100 ans. Donc de 1928 jusqu'à 2025, pardon, voilà 100 euros investis, voilà le rendement de 100 euros investis. Alors vous voyez rapidement là, d'un coup d'œil, la courbe bleue là qui s'échappe et qui se désolidarise complètement des autres courbes. Donc la courbe bleue, c'est le S&P 500. Donc le S&P 500, c'est l'indice boursier qui représente ou
qui contient les 500 plus grosses entreprises américaines. Alors on voit que 100 dollars investis dans le S&P 500 en 1928 valent en 2025, donc quasiment 100 ans plus tard, 790 000 dollars quasiment. Donc on a fait un rendement d'à peu près 10% par an. Derrière viennent l'or, le cash. Donc le cash, c'est laisser son argent sur un compte, pas un compte courant, mais plutôt un compte rémunérateur type livret A. Hein. Ce sont des comptes évidemment haram. Ensuite, l'immobilier et les obligations. Donc il n'y a pas photo, on voit bien que la bourse, elle surperforme totalement tous ses actifs. Et même si on voit que c'est du 5% par an de différence entre la bourse et l'or par exemple, ou entre la bourse et les obligations, on voit que sur une longue durée, ces 5%, ils sont significatifs. Donc voilà pourquoi, de mon sens, la bourse est aujourd'hui le meilleur moyen d'investir et de placer son argent. Les 100 dernières années ne garantissent pas que les 100 prochaines années ou les 10 prochaines années, on aura les mêmes rendements. Mais l'histoire nous montre en tout cas qu'aujourd'hui, on peut considérer que la bourse est le meilleur placement. Je n'ai pas inclus les cryptos ici parce que c'est un marché encore peu mature et on n'a pas assez d'informations. Alors, maintenant qu'on a dit ça, investir en bourse, je vous ai parlé du S&P 500. Donc le S&P 500, ce sont les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous pourrez très bien me dire, ben moi je ne me prends pas la tête, j'ouvre un PEA et je peux investir dans le S&P 500 directement. Le problème, c'est que le S&P 500, il n'est pas halal. Il comporte beaucoup d'entreprises haram, donc il n'est pas autorisé pour le musulman d'investir dans ce produit-là. Deuxièmement, le S&P 500, il a très bien performé sur la très longue durée, mais il ne faut aussi savoir que de 1999 à 2010, le S&P 500 a réalisé une performance de moins 10%. Donc si vous aviez placé 10 000 euros sur le S&P 500 en 99, eh bien en 2010, vous aurez perdu 10%, donc vous aurez perdu 1000 euros. Pareil, de 1999 à 2025, la performance du S&P 500 n'est pas de 9,9% comme on l'a vu, mais elle est de seulement, entre guillemets, 7%. Et nous, pourquoi on veut investir et faire du stock picking? Donc le stock picking, c'est choisir ses entreprises soi-même. C'est parce qu'on estime qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut faire beaucoup mieux que 9% ou 7%. Et on va essayer de ne pas perdre d'argent sur le long terme. Il faut aussi savoir que des investisseurs sérieux, des gestionnaires de fonds sérieux comme Monish Pabrai ou Howard Marks préviennent et disent que le marché est trop cher, que le S&P 500 en particulier est trop cher, et ils estiment que dans les prochaines années, on aura plutôt du 3 à 5% par an de rendement. Alors les prévisions, bien sûr, sont à prendre avec des pincettes. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais en tout cas, la réalité, c'est que le S&P 500 et les indices boursiers en général sont très chers comparés aux années précédentes. Donc voilà pourquoi moi j'estime qu'il faut choisir ses propres actions, des actions de qualité qui performeront, Inch'Allah, sur la durée. Et c'est c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette petite formation. Mais avant cela, voyons ce que dit l'islam sur la richesse. Alors évidemment, dans le Coran, on a plusieurs versets, plusieurs hadiths aussi qui blâment les biens de ce monde. Mais en même temps, on a aussi des versets et des hadiths qui nous encouragent à gagner notre vie. Hein, y a un verset dans le Coran, je crois que c'est la sourate Al-Jumu'ah, qui nous dit qu'après le vendredi, il faut sortir de la mosquée pour aller gagner sa vie tout simplement. On a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Enfin, on avait des sahaba qui étaient extrêmement riches, comme Khadija, comme Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan. S'ils étaient là aujourd'hui, Abdurrahman et Uthman ibn Affan, leurs fortunes ont été estimées, ils seraient multimillionnaires. Donc avoir des sahaba riches, ça existait. Le prophète lui-même a eu certaines périodes où il vivait correctement. Il a même laissé après sa mort une dizaine de terrains. Son dernier hajj, et le seul qu'il a fait d'ailleurs, il a égorgé plus de 100 chamels, ce qui prouve que le prophète avait, en tout cas à certaines périodes de sa vie, des biens en conséquence. L'important, c'est de ne pas avoir l'argent dans son cœur, de ne pas avoir la dunya dans son cœur.
C'est vraiment ça. Il ne faut pas non plus courir derrière l'argent, tout- quitte à en oublier sa religion, quitte à en oublier ses salats. Et il faut certainement faire des choses bien avec son argent, le gagner de manière halal, le dépenser dans le halal et aider son prochain. Autre chose, hein, pour ceux qui nous diraient que islam rime avec pauvreté ou que pour être quelqu'un de pieux, il faut être quelqu'un de pauvre, on a l'exemple des sahaba, mais aussi on a l'exemple de la zakat. Qui payera la zakat si on n'a plus de gens riches dans la communauté? Cela ne fera qu'appauvrir notre communauté et elle ne pourra pas s'élever matériellement et elle ne pourra pas s'élever face aux autres civilisations, tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit l'islam sur l'actionnariat? On a différents avis. On a un premier avis qui est extrêmement minoritaire et qui nous dit que investir dans les actions, c'est totalement haram, car les actions ne sont pas des actifs tangibles. D'accord? Cet avis minoritaire, on va le laisser de côté. On a ensuite un deuxième avis qui est lui majoritaire et qui autorise l'investissement en bourse, donc dans les actions. Cependant, cet avis, il est divisé en deux avis, deux sous-avis, on va dire. Donc l'AAOIFI, qui est un organisme basé au Bahreïn, donc, qui signifie Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Donc c'est un organisme en fait qui a établi des règles pour aider les institutions financières islamiques à être en ligne et à agir selon la charia. Ensuite, on a Majma' al-Fiqhi. Donc Majma' al-Fiqhi, on pourrait traduire cela par le Conseil de jurisprudence mondiale ou l'Académie de jurisprudence, qui regroupe plusieurs savants, une centaine ou peut-être des dizaines de savants réunis de plusieurs pays musulmans. Donc le premier avis, celui de l'AOIFI, il donne des conditions pour investir en bourse et ces conditions sont beaucoup plus souples que celles émises par Majma' al-Fiqhi. Donc ce que nous dit l'AOIFI, ils nous disent que une entreprise qui génère moins de 5% de son chiffre d'affaires dans des activités illicites, alors il est permis, alors c'est la première condition en tout cas à respecter pour pouvoir investir dans cette société. Exemple, si une entreprise comme, on va prendre Apple par exemple, Apple, leur business, leur core business, donc leur business principal est permis, est halal, hein. Ils vendent des téléphones, ils vendent des Mac, ils vendent des iPads, ils vendent des montres. Donc à la base, Apple, c'est une société qu'on peut considérer comme halal. Cependant, Apple, il génère aussi des revenus générés d'activités illicites, telles que Apple Care, la branche assurance, entre guillemets, de Apple, et aussi Apple Music. Donc Apple génère des revenus illicites. Il faut maintenant regarder quelle est la part des revenus illicites d'Apple par rapport à son chiffre d'affaires global. Et on se rend compte que, pour le cas d'Apple en tout cas, c'est moins de 5%, donc ça veut dire que Apple respecte ce premier critère, hein. Donc, c'est-à-dire que si Apple, je vais dire n'importe quoi, hein, mais génère un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024, si la branche Apple Music ou la branche pas halal de Apple, entre guillemets, génère 2 millions d'euros, donc 2% du chiffre d'affaires, et ben Apple respecte ce premier critère. Ensuite, on a deux autres critères qui sont plus liés, pas au chiffre d'affaires, mais à la market cap. Donc la market cap, c'est la capitalisation boursière. Donc c'est le nombre d'actions en circulation multiplié par le prix de l'action. Donc ça nous donne en gros la taille de l'entreprise. Donc on a deux critères. On a le critère de la dette d'abord. Il faut que l'entreprise, si elle est endettée, elle génère une dette qui est inférieure à 30% de sa market cap. Donc on va reprendre le cas d'Apple. Prenons l'exemple que la capitalisation boursière de Apple, c'est 1000 milliards. On va dire 100 milliards, ok, pour pas se prendre la tête. C'est beaucoup plus aujourd'hui, mais prenons 100 milliards. Si Apple lève de la dette, il faut que la dette à intérêt levée par Apple soit inférieure donc à 30 milliards de dollars. Donc si Apple a une dette de 20 milliards de dollars et que sa market cap est de 100 milliards de dollars, alors Apple respecte ce deuxième critère. Le troisième critère, c'est les revenus basés sur les intérêts. Vous n'êtes pas censé savoir que les entreprises, leur trésorerie, souvent elles les mettent dans des comptes rémunérateurs, donc ils mettent ça dans des comptes qui veulent leur donner 2, 3, 4, 5%, je ne sais pas, par an ou par mois. Donc ce sont des comptes à intérêt. Et il faut que les revenus issus de ces comptes à intérêt, donc de dette ribaoui, hein, ils soient inférieurs à 30% de la market cap. Donc imaginons qu'Apple place en trésorerie une certaine somme, 100 millions de dollars en trésorerie, que ça leur rapporte 5% par an.
ça leur fait 5 millions de revenus basés sur de la dette, basés sur des intérêts. 5 millions comparés aux 100 milliards de market cap, on est bien en dessous des 30%. Et donc Apple respecterait ce critère. Cet avis de la Wi-Fi, il est soutenu par, entre autres, hein, par Mufti Taqi Osmani, donc grand Mufti d'Inde ou du Pakistan, je ne saurais plus vous dire, alors alam, qui, qui est à la fois versé dans les sciences du hadith, les sciences de la religion, mais également versé dans les sciences de la finance islamique. On a aussi Cheikh Mohamed Patel, qui vit en France, originaire de la Réunion, qui suivent cet avis. Le deuxième avis, donc celui de Majma' al-Fiqhi, il est beaucoup plus strict, hein, leur condition, ben, c'est 0% partout. Voilà. Alors, il faut savoir que 0% partout, aujourd'hui, vous ne trouverez aucune société occidentale, en tout cas, qui respecte ce critère. Vous pourrez trouver quelques banques, je pense, à Dubaï, au Qatar, qui respectent ces critères, mais en Occident, c'est impossible. J'ai fait l'exercice et je n'en ai trouvé aucune. Alors, la différence entre ces deux avis, donc là où IFI, ce qu'ils disent, c'est que le musulman, surtout ceux qui vivent dans des pays non musulmans, ils n'ont pas de moyens de faire fructifier leur capital et que leur interdire d'investir en bourse serait trop contraignant et empêcherait les musulmans voilà, d'avoir du capital et du patrimoine. Ils prennent également, ils émettent cet avis en se basant sur une règle en jurisprudence, hein, qui dit que ce n'est pas parce qu'un contrat en islam, ce n'est pas parce qu'un contrat comporte une petite partie haram que tout le contrat est haram ou que tout le contrat est caduc. Bien sûr, ça c'est pas à prendre en compte si on investit nous-mêmes si on crée nous-mêmes une société. Si demain on est trois musulmans, on s'associe et on crée une société, ces critères ne s'appliquent pas, hein. Si demain on crée une société, on ne va pas se permettre de vendre de l'alcool par exemple dans un restaurant. Si on crée un restaurant, on ne va pas se permettre de vendre de l'alcool en se disant mais attendez, si mes revenus liés à l'alcool sont inférieurs à 5% de mon chiffre d'affaires global, alors c'est bon. Non, non, ces critères sont seulement pour les actions cotées en bourse, car la Wi-Fi nous dit également que le musulman, quand il est actionnaire, il ne peut pas influer sur la politique de l'entreprise. Mais Jamal Fikri, il dit 0% partout, parce que de leur point de vue, riba, riba entre autres, hein, c'est un péché trop grave, et que l'actionnaire d'une société, il est complice, entre guillemets, de l'entreprise quand elle lève de la dette ou quand elle vend de l'alcool. Et donc, par précaution, il préfère tout interdire. Donc, si vous suivez l'avis de Majma' al-Fiqhi, ben, vous pouvez toujours écouter la formation, mais ça va être compliqué d'investir en bourse. Sinon, on suit la Wi-Fi. Alors, les critères de la Wi-Fi, vous allez me dire, ça va être compliqué de chercher toutes ces informations. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a deux applications, hein. Je connais ces deux-là, je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, les deux de référence, je pense que c'est Moussafa et Zoya, donc Zoya, Zoya, pardon. Donc sur ces applications-là, avec ces applications-là, vous n'avez plus besoin de calculer vous-même les ratios de market cap, de la dette, etc. Vous allez sur Moussafa Zoya, vous tapez le nom de l'entreprise et elle vous dit si c'est halal ou haram dans la version gratuite. Si vous prenez la version payante, vous aurez plus de détails sur les finances. Voilà. Également, quelques principes avant d'investir en bourse. D'abord, petit disclaimer, investir en bourse comporte des risques et vous pouvez perdre de l'argent, hein, d'accord. Cette formation n'est pas un conseil en investissement, c'est juste de l'information. Donc tout ce que je vous dis là, c'est vraiment un titre purement informatif et ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas non plus une obligation d'investir. Donc quelques principes avant d'investir et notamment avant d'investir en bourse. Tout d'abord, on garde 3 à 6 mois de charges courantes de côté. Donc on garde un fonds d'urgence, hein. La bourse, c'est très volatile. On l'a vu pendant le Covid, pendant certaines crises, pendant des élections, pendant des guerres. La bourse, elle peut perdre 30% en un mois. Et elle peut mettre peut-être 6 mois, 1 an pour retrouver ses prix normaux. D'accord. Donc si vous avez 10 000 euros d'investis en bourse et qu'on a un crash demain et que ça fait moins 50%, vous vous retrouvez avec 5 000 euros. Ces 5 000 euros, ils pourront mettre quelques mois ou quelques années
pour remonter. D'accord. Donc il vous faut garder un fonds d'urgence pour pallier aux aléas de la vie. Donc ce qu'on recommande en général, c'est de garder 3 à 6 mois. Donc si par exemple vous avez besoin de 1000 euros par mois pour vivre, entre guillemets, pour payer vos loyers, payer vos courses, payer l'assurance de la voiture, etc. Et bien gardez, on va dire 6 000 euros. Ok, gardez à chaque fois 6 000 euros de côté en cas de pépin si jamais ça se passe mal avec l'investissement en bourse. Deuxième principe, on investit en bourse de manière long terme. Il ne s'agit pas ici de trading ou de copy trading ou que sais-je. On est vraiment sur du long terme. Donc c'est minimum 10 ans, maximum toute la vie. Ok. La bourse, une fois de plus, c'est volatile. Sur le court terme, on l'a vu tout à l'heure avec le S&P 500, par exemple, on avait vu qu'entre 1999 et 2010, ça perdait de l'argent. Donc nous, on vise vraiment le long terme, parce que c'est sur le long terme que se font les gains. Troisième principe, on investit que l'argent dont on n'a pas besoin sur les 5 prochaines années. Si vous prévoyez d'aller au Hajj sur les 5 prochaines années, si vous prévoyez d'acheter une voiture sur les 5 prochaines années, si vous prévoyez d'aller en vacances, de faire un grand voyage qui coûte cher dans les 5 prochaines années, n'investissez pas l'argent qui vous servira à réaliser ce projet. Donc investissez vraiment l'argent qui dort et dont vous n'avez pas besoin dans les 5 prochaines années. Aussi, en bourse, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup l'émotif, d'accord. Il y a même certains investisseurs connus qui disent que la bourse c'est 80% de gut, hein, c'est 80% d'émotion et de mental, et 20% d'analyse. D'accord. Il est impératif que vous compreniez qu'investir en bourse, ça peut être que la bourse est volatile et que donc la bourse demain peut perdre 20% en 2 jours. Il faut être prêt à ça, il faut être solide et il ne faut pas surréagir. C'est pas parce que demain la bourse perd 30% que c'est la fin du monde et qu'il faut vendre toutes ses actions. D'accord. Donc c'est important de rester calme, de garder la tête froide et d'investir froidement. Et enfin, on ne s'arrête jamais de se former, on reste humble et on s'éduque continuellement. Warren Buffett, Charlie Munger, ils lisaient plus de 500 pages par jour apparemment, et ils ont fait ça toute leur vie. Donc si on récapitule les fondamentaux, la bourse, ça reste le meilleur véhicule d'investissement sur le long terme, de mon point de vue. L'actionnariat, c'est halal selon certaines conditions. Et évidemment, il faut respecter quelques principes qu'on a vus ensemble. On se retrouve maintenant tout de suite pour la partie 2. On reprend la partie 2, ma philosophie, donc comment je sélectionne mes investissements. Il y a plusieurs philosophies, plusieurs stratégies d'investissement en bourse, celle que je préconise moi, inspirée entre autres de Terry Smith, Philippe Fisher, et de trouver des entreprises de qualité, et on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une entreprise de qualité, et des entreprises qui font et qui génèrent de la croissance. Donc on cherche des entreprises solides, mais également des entreprises qui font de la croissance. Donc cette stratégie, elle repose sur 3 piliers que j'ai copiés de Terry Smith, il n'y a pas de secret. Acheter des entreprises de qualité, ne pas les payer trop cher, et ensuite ne rien faire. Laisser son capital prendre de la valeur avec le temps. Donc ça permet quoi? Ça permet déjà donc d'investir sur le long terme et donc de ne pas faire de trading quotidien. D'accord. Je ne suis pas là à regarder tous les jours mon portefeuille. C'est totalement inutile, c'est anxiogène et ça pousse à prendre des mauvaises décisions. Donc on ne suit pas non plus le cours des bourses. D'accord. Le cours de bourse, c'est volatile encore une fois. Sur une année, des entreprises très, très matures comme Air Liquide, elles peuvent faire plus ou moins 20% sur l'année. Donc il ne faut pas regarder le cours de bourse tous les jours. Une fois de plus, l'investissement, c'est sur le long terme. Et enfin, le fait de faire ça, de ne pas trop regarder ce qui se passe, c'est qu'on ne vend pas dans la panique. On achète une action, c'est pas parce que demain, le cours de bourse perd 10% qu'on va vendre. Ou à l'inverse, qu'il fasse plus 20% qu'on vend. D'accord. Enfin, cette stratégie, ces 3 piliers permettent d'acheter de manière réfléchie. C'est-à-dire qu'avant d'acheter, étant donné que le 3e pilier c'est de ne rien faire, on va et qu'on souhaite garder une entreprise pour les 10 prochaines années minimum, c'est Warren Buffett qui disait ça,
Si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pensez pas garder une entreprise 10 minutes, ce n'est pas la peine, pardon, si vous ne pensez pas garder une entreprise 10 ans, ce n'est pas la peine de la garder 10 minutes. D'accord. Donc le fait d'avoir ce mindset de j'entreprends et j'investis dans des entreprises sur le long terme, sur minimum 10 ans, je ne vais pas la vendre avant 10 ans, ça nous pousse à mieux faire nos recherches, à mieux analyser avant d'investir. Euh, Parce que si on fait pas nos recherches, on fait mal nos devoirs, et on se rend compte qu'on a investi dans une société qui au final n'est pas rentable ou qui n'a pas de perspective de croissance, on va devoir vendre rapidement et voilà, faire des allers-retours. Et c'est pas ce qu'on souhaite, nous. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de garder le plus longtemps possible. Donc, on va bien sélectionner nos actions. Alors maintenant, entreprise de qualité. Qu'est-ce que l'entreprise de qualité? Je vous ai mis deux exemples là, entreprise A, entreprise B, et j'ai mis leur résultat net annuel donc sur les 20 dernières années. Donc on voit clairement hein, que l'entreprise A là, on a des bénéfices nets qui augmentent chaque année, hein. En tout cas la tendance est croissante. L'entreprise B, à contrario, c'est des pertes, une tendance, il n'y a pas de tendance, un coup ça monte, un coup ça descend, parfois c'est négatif, etc. Donc la première chose à regarder, l'une des premières, des premières choses à regarder, c'est le résultat net d'une entreprise. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le moyen de gagner de l'argent en bourse, hein, c'est évidemment d'acheter l'action pas chère et de la revendre plus cher. Alors on a dit que nous, on l'a gardé sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais à un moment donné, il va falloir vendre vos actions pour vivre de votre argent. Ça ne sert à rien d'accumuler un capital de 3 milliards d'euros si on n'utilise pas l'argent. Donc à un moment donné, que ce soit à la retraite ou que ce soit au moment de réaliser ses projets futurs, il faudra débloquer cet argent, vendre des actions pour récupérer sa plus-value. Donc, il faut qu'on trouve des entreprises dont le cours de bourse va augmenter, hein. On achète à 10 euros et on espère vendre à 100 euros, Inch'Allah. Ok. Et il y a une règle en investissement sur le long terme, hein, c'est Peter Lynch qui le dit entre autres, c'est que le cours de bourse, il va toujours suivre le résultat net. Je ne parle pas de la valeur absolue, je parle de la tendance. D'accord. En tendance, le cours de bourse, gardez ça en tête, c'est important, le cours de bourse suit toujours les résultats nets et pas l'inverse. Pas l'inverse. Ce n'est pas le résultat net qui suit le cours de bourse. C'est pour ça que regarder le cours de bourse, ça va être important au moment d'acheter pour être sûr qu'on achète au bon moment. Mais ça ne va pas être important de regarder le cours de bourse tous les jours. Une fois qu'on a acheté, on laisse couler. Parce que le cours de bourse, au final, la tendance, ça va toujours suivre le résultat net. C'est dommage, je ne vous ai pas mis le graphique où on voit le cours de bourse de ces deux entreprises, mais on peut regarder rapidement plusieurs autres entreprises. Vous verrez que le cours de bourse et le résultat net finissent toujours par se rejoindre. Et c'est le cours de bourse qui suit les résultats nets. Donc nous, on va chercher des entreprises qui génèrent un résultat net croissant et positif sur le long terme. Donc à choisir entre l'entreprise A et l'entreprise B, même si l'entreprise B peut-être qu'elle sera plus flashy ou qu'elle sera moins chère, l'entreprise A, de prime abord, là, a priori, est l'entreprise de qualité entre les deux. Ensuite, le deuxième pilier, on a dit ne pas payer trop cher. Ne pas payer trop cher, ça veut dire quoi? Ça, c'est le pilier le plus compliqué, entre guillemets. Alors, on a une équation, là, j'aime bien cette image, là, c'est Chris Mayer qui nous dit cette image et nous dit que, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le moyen de se faire de l'argent en bourse, c'est de acheter une action à un certain prix et de la revendre plus cher. Donc, Chris Mayer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le prix de l'action, c'est alimenté par deux moteurs. D'accord. Le PER, donc Price to Earning Ratio, et le BPA. Alors, le PER, qu'est-ce que c'est? Donc, Price to Earning Ratio, donc c'est le prix de l'action divisé par le bénéfice net par action. Donc c'est en gros les bénéfices qu'on paye, le nombre d'années de bénéfices qu'on paye pour une action. Je m'explique. Prenons l'exemple, je pense que ça va parler à plus de monde. Prenons l'exemple de l'immobilier. Si vous achetez un appartement à 100 000 euros par exemple, que vous le mettez en location et que
cet appartement, il vous rapporte 10 000 euros de loyer par an, et bien vous mettrez 10 ans, donc 10 ans fois 10 000 euros, pour amortir votre investissement. On est d'accord. Donc on pourrait faire le parallèle en se disant que le PER de votre appartement, il est de 10. Donc il est de 100 000 euros, euh, le prix d'achat du bien immobilier, divisé par les bénéfices par action, entre guillemets, mais divisé par les loyers, donc qui sont de 10 000 euros à l'année. Donc le PER de votre achat, de votre achat immobilier, il sera de 10. Alors c'est juste pour vous expliquer le PER, hein. Évidemment, en bourse, ça ne marche pas pareil. Pourquoi ça ne marche pas pareil? Parce que le PER, il va bouger, d'accord. Mais surtout parce que les bénéfices nets par action, ils vont bouger. Le loyer, on peut se dire que votre appartement, il vous rapporte tous les ans 10 000 euros pendant 10 ans. Alors que l'action, son bénéfice net, on l'a vu dans la slide précédente, nous on va chercher des bénéfices qui augmentent. Donc on espère que le bénéfice net va augmenter. Donc le bénéfice net va augmenter ou va baisser, mais en tout cas il va varier. Donc ça fera varier également le PER. Aussi, en étant actionnaire, on ne touche pas les bénéfices. On ne touche pas les bénéfices de la société, hein. C'est la société qui touche les bénéfices et puis ensuite, soit distribue une partie en dividendes, soit réinvestit, etc. Mais voilà, c'était pour vous faire comprendre un peu la vue de l'esprit du PER. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un PER qui va monter dans le temps et un bénéfice par action, BPA, qui va monter dans le temps. Donc on cherche des entreprises dont le bénéfice par action va monter. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'entreprise A. Et on cherche également des entreprises avec un PER pas trop élevé pour qu'ils puissent monter. Parce que plus le PER est élevé, moins il y a de chances qu'il continue de monter dans le temps. Et là, je vous ai mis l'exemple de Tesla. Tesla, à l'heure où j'ai fait ces slides, hein, son PER était de 180. Donc si on reprend notre parallèle avec l'immobilier, ça veut dire qu'il faudrait 180 ans pour amortir notre investissement dans Tesla, si on garde le parallèle immobilier. Donc c'est un PER très élevé, hein. Certains investisseurs, qu'on va appeler les value investors, un PER au-dessus de 20, ils n'en regardent plus. D'accord. Même en France, certains comme William Higgins, pour eux, un PER au-dessus de 12, c'est déjà trop cher. D'accord. Donc là, le PER de Tesla, il est de 180. Et on va voir, nous, ce que ça peut nous donner en tant qu'investisseur si on investit dans Tesla. Alors, je vous ai mis deux scénarios. Je vous ai mis le scénario A et le scénario B. Et je vous ai mis un petit tableau là avec le bénéfice par action, l'évolution du bénéfice par action de Tesla ces dernières années. Donc 2021, ça a été la première année où Tesla a été bénéficiaire. Donc ils ont fait 1,63$ de bénéfice par action. En 2022, 3,62$. 2023, 4,30$. Donc de 2021 à 2023, on a une tendance haussière croissante. Donc c'est bien, c'est prometteur. Mais en 2024, on voit que le bénéfice par action, il baisse. Et en 2025, il y a de fortes chances qu'ils soient encore plus faibles qu'en 2024. Pourquoi? Parce que Tesla a du mal à délivrer toutes ses promesses. Parce que Tesla est en train de se faire concurrencer dans l'automobile par BYD. Parce que ils sont aussi en train de se faire concurrencer par Waymo, hein, sur les robots taxis, hein. Elon Musk qui prévoyait d'avoir des robots taxis, des millions, ou je crois toutes les villes américaines avec des robots taxis d'ici quelques années. Ça prendra plus de temps et il y a de la concurrence. Donc Tesla, ils étaient précurseurs et leaders, hein, sur le véhicule électrique et sur la technologie des robots taxis. Mais là, ils sont en train de se faire doubler ou en tout cas concurrencer par Waymo pour les robotaxis et BYD sur l'électrique. Et aussi, il y a tous les constructeurs automobiles qui sont également en train de se mettre à l'électrique. Donc le PER de 180, il est encore élevé parce que les investisseurs, hein, ils se disent que Tesla, il y a Elon Musk en tête, hein, et Elon Musk c'est un génie. Ils se disent aussi que Tesla, ils sont en train de travailler sur les robots Optimus et que la robotique c'est l'avenir. Mais bon voilà, ils sont optimistes, donc on a un PER de 180. On verra ce que nous dira l'avenir. Moi j'ai mis deux scénarios, d'accord. Le scénario A, j'ai mis un prix, j'ai mis un PER qui baisse, hein. Ça c'est le plus probable, hein. Aujourd'hui un PER de 180, ça ne peut pas rester éternellement comme ça. Un jour ou l'autre, le PER de Tesla va baisser.
un jour ou l'autre, il baissera. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Là, on ne peut pas prédire l'avenir, mais avoir un PER comme ça de 180 ou 200 sur plusieurs années, c'est possible. Tesla nous l'a montré, mais un jour ou l'autre, il va sûrement baisser et puis se stabiliser. Donc, scénario 1, le PER baisse et le bénéfice par action augmente. Alors, on voit que le bénéfice par action, il n'est pas en train d'augmenter, mais supposons que Tesla booste leur vente l'année prochaine, ils cassent tout avec le robotaxi, on a un bénéfice par action qui augmente. Donc, à proportion égale, entre guillemets, si ça se passe comme ça, PER baisse, BPA augmente, alors on aura un prix qui va stagner. Donc nous, en tant qu'investisseurs, eh ben, c'est pas le meilleur scénario. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un prix qui augmente sur le long terme. D'accord. Enfin, scénario B, le deuxième scénario, un scénario un peu plus pessimiste, où là, on se dit le PER, pareil, il va baisser. Et le BPA, donc le bénéfice par action, il va stagner. Parce qu'on se dit que trop de concurrence, Tesla, ils vont pas réussir à remonter à la pente tout de suite. Et là, à proportion égale, hein, si le PER et le BPA ils évoluent à proportion égale, on va avoir un cours de bourse qui va, lui, baisser. Et une fois de plus, ce scénario-là, il n'est pas optimum pour l'investisseur. Parce que nous, encore une fois, on veut un prix de l'action qui augmente. Donc, c'est pas une prédiction, ce que je vous dis, ce sont des hypothèses. L'investisseur, il doit faire des hypothèses et prendre ses décisions. Donc moi, aujourd'hui, quand je fais ces hypothèses-là, moi, je n'investis pas dans Tesla. Ensuite, chacun fait les hypothèses qu'il veut. Et peut-être que je me trompe et que dans 10 ans, eh ben, Tesla... D'ailleurs, tous ceux qui ont enterré Tesla ces 5 dernières années, ils se sont trompés. À chaque fois, Tesla arrive à faire mieux pour l'investisseur et pour les investisseurs. Troisième pilier de la stratégie, ne rien faire. D'accord. Alors là, je vous ai mis deux citations des plus grands investisseurs du siècle dernier et du 21e siècle. Donc Warren Buffett tout d'abord, qui nous dit: l'une de mes plus grandes erreurs a été d'avoir vendu Disney. Ça, c'était en 1995 qu'il disait ça. Pourquoi il dit ça, Warren Buffett? Parce que 30 ans plus tôt, en 1965, il avait acheté pour 4 millions de dollars d'actions Disney. Okay, il avait acheté pour 4 millions de dollars d'actions Disney. Et il revendait un an après, donc en 1966, donc, il revendait sa part pour 6 millions de dollars. Okay, donc il a acheté 4 millions, il a revendu pour 6 millions, ça fait 50% de bénéfices, donc c'est très bien. Aujourd'hui, tout le monde pourrait se dire: j'ai fait 50% de bénéfices, je vends mon action. Sauf qu'en 1995, donc quand il dit cette phrase, Warren Buffett, eh ben, s'il avait laissé ces 4 millions de dollars chez Disney, sans réinvestir, mais juste en laissant la boule de neige, comme on dirait, comme il dit lui d'ailleurs, hein, grossir, sa part aurait été de 10 milliards de dollars. Okay, donc, il a fait fois 1,5 en un an. S'il avait laissé 30 ans, il aurait fait fois 2500. Ok. Donc ça montre quoi? Ça montre que quand on a une entreprise, quand on investit dans une entreprise de qualité et qu'on fait bien nos devoirs, qu'on sait que c'est de la qualité et qu'on voit des perspectives de croissance, on garde son investissement. On ne vend pas pour faire 50% de bénéfices. Ça n'a pas de sens. L'investisseur musulman comme nous, il garde sur le long terme. D'accord. L'autre citation que je vous ai mise, celle de Peter Lynch, qui nous dit que vendre ses gagnants et garder ses perdants, c'est comme couper les fleurs et laisser les mauvaises herbes. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer. Je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais vous mettre un petit exemple d'Apple pour illustrer un petit peu ce pilier de ne rien faire. Je vous ai mis l'exemple de Apple, donc un investissement de 1000 dollars sur Apple en 2015. Alors, en 2025, cet investissement de 1000 dollars, il vaut, allez, on va couper l'apport en deux, j'ai mis les chiffres avec dividendes, sans les dividendes, on va couper l'apport en deux, on va dire que ça vaut 7000 dollars. On va dire que l'investissement de Apple, il vaut 7000 dollars, l'investissement de 1000 dollars vaut aujourd'hui 7000 dollars. Ça nous fait un fois 7 en 10 ans, ce qui est très bien. Alors, ne rien faire, pourquoi je dis que cet exemple illustre parfaitement ce pilier de ne rien faire? Et bien, si vous regardez bien le graphique, en 2018 par exemple, Apple,
cet investissement de 1000 $, il valait 1500 $. Alors aujourd'hui, les investisseurs débutants qui font un peu du trading, etc., qui ne savent pas trop dans quoi ils investissent, eh ben, ils auraient pu se dire en 2018, ben moi j'ai mis 1000 $ sur Apple en 2015, en 2018, ça fait 1500 $, j'ai fait 50% de bénéfices, comme Warren Buffett à l'époque de Disney, j'ai fait 50% de bénéfices, je vends. Eh ben erreur, parce que 7 ans plus tard, c'est x7. Ok. Idem, quelqu'un aurait pu se dire en 2019, bah, j'ai fait x2. Hein. Là, on voit que l'investissement en 2019, il valait 2000 $ à peu près. Donc la personne peut se dire, moi j'ai mis 1000 $, ou j'ai mis 10 000 $, ou j'ai même mis 20 000 $ sur Apple en 2015. Là, j'en ai 40 000. J'ai fait x2, je vends. Une fois de plus, erreur. Voire pire, hein, en 2021, là, on voit qu'Apple, ils sont au pic, ils sont quasiment à 6500 $ là. Alors on va arrondir à 6000. Donc là, on a fait x6. Donc une personne qui a mis 10 000 ou 20 000, elle se dit j'ai fait x6. Donc une personne qui a mis 10 000, elle a 60 000. J'ai fait x6, je ne garde pas Apple, je vends Apple. Je prends mes bénéfices au cas où. Et encore une fois, c'était une erreur. Parce qu'en 2025, on est à x7. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut garder Apple éternellement, ça ne veut pas dire qu'Apple ils vont pas baisser, ou ça ne veut pas dire que Apple fera encore x7 les 10 prochaines années. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 2015, en 2017, 2018, 2019, il n'y avait aucune raison que Apple baisse. En fait, une personne qui avait fait ses devoirs, qui avait analysé l'entreprise, qui avait analysé le marché des smartphones, qui avait vu que l'Apple Watch est en train de se vendre comme des petits pains. Aujourd'hui, Apple, c'est le plus gros vendeur de montres. D'accord. Ils ont commencé à vendre des montres en 2013, je crois. Ils sont aujourd'hui les plus gros vendeurs de montres en volume. C'est juste incroyable, hein, pour une entreprise qui vend des montres depuis même pas 10 ans. Ou depuis un peu plus de 10 ans. Donc dans ces années-là, 2015, 17, 18, tout était ouvert pour Apple en fait. Les services qu'ils proposent, ils sont de plus en plus populaires. Ils vendent de plus en plus de smartphones, ils vendent de plus en plus de montres, ils ont les AirPods qui sont sortis. Donc il n'y a rien qui montrait à cette époque qu'il fallait vendre Apple. D'accord. Il n'y a rien qui montrait qu'il fallait vendre Apple. Mais l'investisseur qui n'est pas aguerri, l'investisseur qui panique ou qui ne sait pas investir, il se dit c'est bon, j'ai fait un peu de bénéfice, je vends Apple. Donc voilà, troisième pilier, ne rien faire. On ne vend pas les entreprises qui nous ramènent de l'argent. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'on trouve les entreprises de qualité. Ok. Donc moi j'ai 5 critères principaux quand j'analyse une entreprise. Donc le premier critère, ça va être le leadership. Donc le leadership de la société. Ça veut dire que si je me dis, bon, le marché des smartphones, aujourd'hui le marché des smartphones est un peu saturé, mais on est en 2010 par exemple, ou 2013, il y a encore beaucoup de smartphones qui se vendent chaque année. J'ai le choix entre Apple et, je sais pas, Huawei. Quoique Huawei, ils font peut-être des bons smartphones, hein. Mais moi, si j'ai le choix entre investir entre Apple et Huawei, je vais prendre Apple. Pourquoi? Parce qu'ils sont leaders sur leur marché. Ça veut dire que Apple, demain, ils vont voir un fournisseur d'écran, par exemple, et qu'en face, vous avez Huawei ou un autre acteur plus petit, et ben, le fournisseur d'écran, il va prioriser Apple. D'accord. Le fait qu'ils soient leaders sur leur marché, ça veut aussi dire qu'ils peuvent baisser leurs coûts. Et ils vont acheter plus de volume. Faisons le parallèle avec, je ne sais pas si demain vous commencez à vouloir aller concurrencer un supermarché comme Auchan par exemple. D'accord. Vous ouvrez un petit supermarché. Si vous allez voir les mêmes fournisseurs qu'Auchan, bah forcément vous serez moins rentable qu'Auchan. Si vous vendez les mêmes prix, ok. Parce que Auchan ils achètent avec plus de volume, donc ils vont avoir des prix sur les volumes et donc ils vont pouvoir baisser leur marge tout en vendant moins cher que vous. D'accord. Ils vont pouvoir se permettre de vendre moins cher que vous en baissant leur marge. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on cherche des leaders. Donc on va analyser la concurrence, on va analyser les avantages compétitifs. Ensuite on va analyser la croissance. Donc comme je l'ai dit, la stratégie que j'affectionne, c'est des entreprises de qualité qui font de la croissance. Donc on va regarder la croissance des chiffres d'affaires et la croissance également des bénéfices. On va aussi chercher une rentabilité élevée. D'accord. On ne veut pas des entreprises qui font 5-6% de marge. Il y a de très belles entreprises hein, comme Walmart qui font des marges très faibles, mais Walmart, ils vendent en très très gros volume. C'est un autre business model. D'accord. On ne va pas rentrer dans le détail.
Mais moi, en tout cas, ce que je préfère, c'est d'avoir une entreprise avec une rentabilité élevée. On va aussi chercher des entreprises qui ont un endettement faible. Pourquoi un endettement faible? D'abord, par rapport à notre sharia. Et deuxièmement, qui dit endettement faible ou faible endettement, dit faible risque de faillite. Pendant le Covid, pendant quelques mois, le monde a arrêté de tourner. Donc une entreprise qui avait des dettes, eh ben, elle n'a plus d'argent qui rentre. Elle n'a plus d'argent qui rentre, elle n'a plus de trésorerie, et elle doit rembourser ses dettes. Donc cette entreprise-là, elle a plus de chances de faire faillite qu'une entreprise qui n'a pas de dette ou très peu de dette, qui a une grosse trésorerie, qui peut se permettre d'absorber 6 mois où l'économie va très mal. D'accord. Elle peut se permettre d'avoir 6 mois sans vente. Comme elle n'est pas trop endettée, elle va pouvoir survivre à ces crises. D'accord. De toute façon, normalement, comme nous on sélectionne un des critères de la Wi-Fi, c'est la dette. En général, les entreprises qu'on va sélectionner, elles sont très faiblement endettées. Ensuite, dernier point, le management. On va analyser le management, compétences, longévité, etc. 3 des 5 critères, ils sont purement financiers. Donc le 2, le 3 et le 5. Et les autres, c'est de l'analyse plus fine, plus qualitative. Alors, où est-ce qu'on trouve les résultats, hein, où est-ce qu'on trouve la croissance, l'endettement, etc. Ben, c'est tout simplement en allant sur le site de l'entreprise ou en allant sur des sites comme Zone Bourse, Fiscal AI ou Yahoo Finance, où vous allez trouver toutes les données de l'entreprise, toutes les données financières dans l'entreprise. Donc on va chercher le compte de résultat, on va l'analyser. Donc le compte de résultat, c'est la performance de l'entreprise sur une période donnée, ça peut être l'année, le trimestre, le semestre. Donc c'est l'argent qui rentre, l'argent qui sort, et puis les bénéfices nets à la fin. On va ensuite analyser le bilan comptable. Donc le bilan comptable, c'est vraiment le patrimoine de l'entreprise à un instant T. Donc si on prend l'exemple d'une personne, c'est la maison, les dettes, la voiture, la trésorerie en banque, etc. Tout ça, c'est le patrimoine. Donc pour l'entreprise, ça va être ses usines, ses bureaux, ses dettes, etc., etc. Ses loyers, ses créances, etc. Et ensuite, le dernier document qu'on va analyser, ce sont les flux de trésorerie. Donc les flux de trésorerie, c'est vraiment les mouvements réels de l'argent. Donc je m'explique. Dans le compte de résultat, on va avoir le bénéfice net. Le bénéfice net, il prend en compte l'amortissement. Ça veut dire que si vous achetez une usine, si une entreprise achète une usine, disons à 100 000 euros, d'accord, cette usine elle va être amortie sur les 10 prochaines années. D'accord, exemple, hein. Et donc, dans le compte de résultat, on aura toujours moins 10 000 euros pendant 10 ans pour amortir le coût de l'usine. Par contre, dans le flux de trésorerie, la première année où on achètera, où l'entreprise va acheter l'usine, on va avoir moins 100 000 euros. Et les années d'après, eh ben, on n'aura plus de moins 10 000 euros, on n'aura plus de moins 100 000 euros, parce que c'est l'argent réel qui a été dépensé. Donc l'entreprise a vraiment dépensé 100 000 euros en 2025 par exemple, et 2026, 2027, 2028 jusqu'à 2035, c'est seulement dans le compte des résultats qu'on aura moins 10 000 euros. Donc le compte des résultats, c'est un peu plus, c'est vraiment de la comptabilité, avec des formules comptables, etc., pour pouvoir comparer les entreprises entre elles, alors que le flux de trésorerie, c'est vraiment l'argent, c'est le cash. C'est vraiment comment l'argent est dépensé, est géré, est gagné. D'accord. Donc dans le flux de trésorerie, on va avoir les flux opérationnels, donc le cash opérationnel, donc c'est ce que l'entreprise euh, euh, gagne. Ensuite, on aura le cash flow financier, donc comment l'entreprise se finance avec de la dette, avec des prêts, des actions, du rachat, etc. Ensuite, on aura les cash flows d'investissement, donc voilà, donc tout ce qui est investissement dans des nouvelles usines ou dans des rachats d'actions, etc. Ou dans des rachats d'entreprises aussi, etc. Et donc en analysant tout ça, toutes ces données, tous ces tableaux, vous allez avoir des centaines de chiffres, des centaines de ratios. Et ça va être très compliqué pour vous et pour tout le monde en vérité, hein. Donc moi, on va se concentrer sur 5 ratios. Enfin, il y en a plus de 5, là. Il y en a 6 ou 7. Donc on va se concentrer sur quelques ratios. D'accord. On a parlé de croissance, on a dit que un des critères pour identifier une entreprise de qualité, c'était la croissance. Donc croissance, chiffre d'affaires, on va chercher des entreprises qui font au moins 5% d'augmentation du chiffre d'affaires tous les ans sur les 10 dernières années. Bien sûr, le passé ne garantit pas le futur.
Donc il faut aussi analyser l'entreprise et être sûr, ou en tout cas se persuader et avoir toutes les hypothèses, tous les outils en main pour se dire, ok, ils ont fait 5% les 10 dernières années, je pense qu'ils vont faire 5% aussi les 10 prochaines années. On va aussi chercher des entreprises qui feront ou qui ont fait 10% d'augmentation des bénéfices sur les 10 dernières années. Idem, ça c'est pour filtrer. Ok, on filtre les bonnes entreprises par rapport au passé, mais ensuite faut faire un travail pour voir comment sera l'avenir. Donc ça c'est pour la croissance. Ensuite rentabilité, profitabilité. Donc on va chercher des entreprises qui ont des marges brutes de 40% minimum. Pourquoi? Parce que plus la marge brute d'une entreprise est élevée, plus elle est capable de fixer ses prix, plus la concurrence aura du mal à rentrer. D'accord? Si on voit que la marge brute est faible, et vous le verrez ça dans l'automobile par exemple, ou dans la grande distribution, ça veut dire que la barrière à l'entrée est élevée et est souvent peu élevée, ou ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence et que donc on va devoir baisser les prix en fait pour vendre plus que le concurrent. Alors qu'une entreprise qui a des marges de 40, 50, 60% des marges brutes, et ben cette entreprise-là, ça montre qu'elle peut fixer ses prix, qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas trop de concurrents et qu'aussi elle ne dépend pas trop de ses fournisseurs. Ensuite, on va chercher une marge nette en moyenne de 10% par an sur les 10 dernières années. Et enfin, on va aussi chercher la rentabilité des capitaux, donc ROCE ou ROIC. Il y a plusieurs formules, il y a plusieurs ratios. Vous prenez celui qui vous parle le plus et on cherche des entreprises qui ont une rentabilité de 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise a besoin par exemple de mettre 100 euros, d'investir 100 euros de capital pour générer 15 euros de bénéfices. Donc plus la rentabilité est élevée et moins l'entreprise a besoin de capital pour générer des bénéfices. C'est pour ça qu'on préfère les entreprises qui ont ce qu'on appelle qui sont asset light. Asset light, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de trop investir. Ils n'ont pas besoin de fabriquer de grosses usines tous les ans pour rester rentable. Ensuite, le troisième critère qu'on regarde, ça va être la santé financière, donc l'endettement, hein, tout simplement. La dette nette sur les l'EBITDA, il doit être inférieur à 2. Ça montre quoi? Ça montre que l'entreprise peut rembourser ses dettes avec 2 ans de profit opérationnel. Et enfin, le PER, j'ai pas mis de chiffres, j'ai pas mis de critères pour le PER, pour la valorisation. Parce que le PER, il peut être élevé ou faible. C'est pas vraiment ça qu'il faut, qu'il faut regarder. Faut pas se dire, bon, c'est un PER de 15, donc c'est bon, c'est pas cher, ou c'est un PER de 50, donc c'est cher. Non, non, ce qu'il faut faire, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le PER, c'est que l'action, le prix de l'action, il va suivre la tendance des bénéfices nets. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir il faut regarder surtout la croissance des bénéfices. Ok? Donc par exemple, si on a un PER de 20 et qu'on a une croissance des bénéfices de 20% par an, et ben l'entreprise n'est pas chère. D'accord? À l'inverse, si on a un PER de 10 mais qu'on a une croissance des bénéfices par action de 2% par an, et ben là, ça montre que l'entreprise va potentiellement aller plus cher que celle qui avait 20-20. Ok? Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un PER qui est aligné avec peut-être la croissance des bénéfices. Donc là, je vous ai mis deux graphiques qui montrent, une fois de plus, hein, je vous ai mis Home Depot et Amazon, qui montrent que donc le prix de l'action, donc c'est le prix de l'action, c'est la courbe bleue, et les bénéfices par action, la courbe verte, finissent toujours par se rejoindre. D'accord? Donc on le voit avec Home Depot, là, si vous regardez les deux courbes, la bleue et la verte, elles ont quasiment la même forme, d'accord, à des périodes différentes. C'est normal, hein. C'est normal, c'est le marché qui met un temps, mais sur le long terme, elles vont avoir la même tendance. Pareil, je vous ai mis Amazon, et là, Amazon, ça a mis plus de temps. Pendant des années, le prix de l'action montait, et les bénéfices, eux, ils stagnaient, voire ils baissaient. Mais au final, ça finit par se rejoindre. Là, on voit les bénéfices par action qui sont en train de monter. Pourquoi? Parce que en fait, Amazon, les investisseurs avaient beaucoup
d'espoir en Amazon. Donc le prix de l'action, lui, continue à monter malgré le fait que les bénéfices étaient faibles. Et aussi, les bénéfices étaient faibles car Amazon réinvestissait beaucoup. Donc ils avaient peu de bénéfices. Ils investissaient beaucoup en R&D, en marketing, etc. pour augmenter les bénéfices sur le long terme. Pour en revenir au PER, pourquoi je vous dis que le PER, je ne peux pas forcément mettre de chiffres. Il faut savoir que des entreprises comme Netflix, euh, Netflix, elle a eu un PER de 400, je crois, en 2014. Et quelqu'un qui avait investi au moment où le PER de Netflix était de 400, elle serait aujourd'hui encore rentable. Elle aurait fait peut-être un fois 100, peut-être. Ou fois 50. D'accord. Donc le PER, il veut pas forcément. Il veut rien dire tout seul, le PER. Le PER ne veut rien dire tout seul. C'est pour ça que moi je n'aime pas l'approche où PER est de 20, c'est trop. Ou PER est de 30, c'est trop. Non, il faut prendre, euh, il faut prendre l'ensemble des facteurs. La croissance, le marché, euh, le leadership, etc., etc. On ne peut pas prendre le PER tout seul et se dire c'est bon, c'est un faible PER, c'est pas cher, ou le PER est trop élevé, c'est trop cher. Donc le PER requiert plus d'analyse. Comment je fais pour analyser tout ça? Donc je vous donne mes outils, hein. Donc le premier c'est Moussafa Zoya, on en a parlé au début de la masterclass pour identifier si l'entreprise est halal ou haram. J'utilise également FinChat aujourd'hui qui s'appelle fiscal.ai et Ibu Expert. Vous pouvez utiliser Zone Bourse aussi pour tout ce qui est finance. Donc là on voit un peu toutes les données financières, chiffre d'affaires, rentabilité, etc. Et le site internet des entreprises. D'accord, c'est important avant d'acheter une entreprise, de lire au moins une fois par an, le rapport annuel. Donc ça va vous donner les mots du PDG, les opportunités, les risques, etc. etc. C'est important de savoir dans quoi vous investissez. Hein. Know what you invest. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut savoir ce dans quoi vous investissez. Maintenant qu'on a vu ça, l'analyse des chiffres, il faut passer à l'analyse quantitative, donc leadership et management. Donc on va analyser le marché pour ça. On va analyser le marché, on va analyser le management et on va regarder quels sont les avantages compétitifs. Alors pour ça, je vous ai mis en exemple Hermès, comme ça au moins, ça sera beaucoup plus parlant. Donc analyse du marché de Hermès. D'abord, il faut investir dans des entreprises qui ont un business simple, ou en tout cas un business qu'on comprend. Donc Hermès, c'est compréhensible, ils font des sacs, ils font des portefeuilles, c'est de la maroquinerie, c'est de l'artisanat, voilà, a priori rien de complexe. À l'inverse, quelqu'un qui veut investir dans Nvidia, sans dire que Nvidia c'est une bonne ou un mauvais investissement, mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un microprocesseur? Voilà. Est-ce que le microprocesseur, aujourd'hui là on a Alphabet, donc Google, Microsoft, Amazon qui achètent beaucoup de microprocesseurs et beaucoup de data centers avec Nvidia. Est-ce que dans 10 ans, dans 5 ans, ils vont en acheter autant? Je sais pas. Par contre, les sacs Hermès, a priori, dans 5 ans, 10 ans, ça va continuer à se vendre. D'accord. Le secteur du luxe, on estime une croissance de 5 à 7% par an jusqu'en 2030. Le groupe, lui, il fait 13 à 15% par an, donc ça c'est important. Ça veut dire que Hermès, la croissance de Hermès est plus importante que la croissance du marché. Et enfin, Hermès a une part de marché de 7%, donc il y a encore beaucoup de marge de progression. D'accord. Hermès peut encore grappiller potentiellement des parts de marché. Donc là, a priori, quand on analyse le marché, on se dit, ok, Hermès, a priori, c'est bien, ça coche toutes les cases. Ensuite, on va analyser le management. Management, il est assez stable de Hermès. Hein. D'abord, il faut savoir que la famille du fondateur, donc Hermès a été fondé en 1837, donc la famille détient encore 67% du groupe. Donc ça montre une certaine stabilité de la boîte. C'est un peu comme le VMH avec la famille Arnaud. Ensuite, on a le management stable, je disais, donc le PDG, il est en place depuis 2013, hein, donc ça fait 12 ans que le PDG est en place. Donc on n'a pas un PDG qui change tous les 4 matins, comme on peut le voir dans des entreprises comme Stellantis, Renault, où tous les 4-5 ans vous avez le PDG qui change. Donc quand vous voyez ça, on reste à l'écart, d'accord? Sauf s'il y a une vraie raison que le PDG soit licencié ou qu'il parte. Et enfin, tous les postes clés, ou beaucoup de postes clés en tout cas, sont occupés par des membres de la famille. Et ça nous montre aussi que, et même quand on regarde la rémunération du PDG, on voit qu'elle est alignée avec l'intérêt des actionnaires.
Ça veut dire que l'objectif du management, c'est de faire monter le prix de l'action. Ok. Donc c'est aligné vraiment avec le prix des actionnaires. Et quand je dis faire monter le prix de l'action, non, en fait leur objectif à la base, c'est d'augmenter les bénéfices, de faire de la croissance, et ça mécaniquement, ça fera augmenter le prix de l'action. D'accord. Mais en tout cas, on a l'intérêt du management qui est aligné avec l'intérêt des actionnaires. Ok. Euh, c'est important ça, parce qu'aujourd'hui on a des managers ou des BDG qui viennent dans une boîte, ils ont déjà des bonus en fait. Même si ils n'ont pas de résultats, ils vont avoir des bonus. Euh, donc c'est important d'avoir un management stable, un management qui est sur la durée, qui est aligné. Récemment, il y a un ancien PDG de Renault qui a démissionné de Renault qui est parti chez Kering. Donc Kering, c'est un concurrent de LVMH, de Hermès, ils sont aussi dans le luxe, donc ils détiennent Gucci, etc. Moi, ça me fait peur en tant qu'investisseur de Kering. Si demain je suis investi dans Kering, je vois un ancien PDG qui était dans l'automobile venir diriger la boîte. Voilà, ça me paraît bizarre. Quand on regarde Hermès ou L'Oréal, on voit que les PDG, ils ont fait toute leur vie quasiment dans l'entreprise. Donc ils connaissent parfaitement le marché, ils connaissent parfaitement l'entreprise. Une fois de plus, la famille détient 60% du groupe. Donc voilà, vous prenez ça, vous prenez Hermès, L'Oréal et vous prenez Kering, qui vient d'embaucher un PDG qui était dans l'automobile il y a 2 ans. Voilà, ça vous montre un peu les différences en fait. Ça vous montre un peu les red flags à identifier. Je dis pas que le PDG de Renault, l'ex-PDG de Renault va faire du mauvais travail. Je dis juste que moi, en tant qu'investisseur, je vois ça, c'est red flag direct. Ensuite, les moats. Donc le moat, ça veut dire douve en anglais. Donc c'est un terme qui a été popularisé par Warren Buffett. Donc la douve, c'est ce qui protège le château, les châteaux forts à l'époque. Et donc, il a utilisé ce terme, Warren Buffett, pour dire en gros, moi je veux une entreprise ou des entreprises qui ont des moats, donc qui sont difficilement attaquables. Alors aujourd'hui, les moats de Hermès, entre guillemets, c'est quoi? C'est vrais avantages. C'est d'abord la marque. Donc Hermès, c'est une marque forte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sacs Hermès, ils se revendent parfois plus cher à la revente que le prix initial, parce que c'est des séries limitées, ce sont des sacs rares, etc. Donc ils se rendent plus cher à la revente. Donc ils ont un pricing power, si on voit les marges brutes de Hermès, c'est du 70%, donc ils peuvent fixer les prix qu'ils veulent. J'avais également vu, je crois que Hermès, ils font augmenter leur prix d'environ 3 à 5%, je crois, tous les ans. Ok. Et enfin, je l'ai mis en plus petit parce que je pense que c'est pas non plus le plus gros avantage. Hermès a une qualité de fabrication inégalée. La majorité, si ce n'est la totalité de leur production, se fait en France. Ils ont des écoles d'artisanat. Donc voilà, c'est pas du made in China ou trade cheap. Ok. Donc maintenant qu'on a vu comment on analyse en tout cas une entreprise, donc je vous ai montré les 5 critères que moi je regarde. Il faut. Donc voilà, j'ai les 5 critères, j'ai analysé une boîte, je me dis cette boîte-là, elle est très bien. Il faut maintenant passer à la construction du portefeuille. Parce que on peut pas, malgré le fait que ce serait tentant de trouver une ou deux actions et de se dire bah c'est bon, j'ai 2 actions là qui vont performer, je les garde. Il serait tentant de réfléchir comme ça, ce serait même plus rentable, mais c'est trop risqué parce que l'avenir est incertain et les actions, les entreprises, elles viennent, elles partent, elles disparaissent, elles font faillite. Parfois, elles ont des périodes de trous où nous, on peut se tromper dans notre analyse. Donc, il est plus judicieux, il est judicieux d'avoir un portefeuille d'actions diversifié, d'accord? Pour éviter d'être trop concentré. Parce que trop de concentration, c'est plus rentable, in fine, mais c'est plus risqué, d'accord? D'ailleurs, la majorité des gérants de fonds, comme Buffett, encore une fois, comme Bill Ackman, comme François Rochon, ils nous disent, c'est peut-être leur top 3 ou 4 de leur portefeuille qui leur génère le plus de revenus, le plus de rendement. Mais ils sont obligés d'avoir des portefeuilles d'une vingtaine de lignes, voire plus, pour ventiler un peu le risque, d'accord? Au cas où ils se tromperaient dans une analyse. Alors là, je vous ai mis diversification. Attention, c'est différent de la diversification. Donc diversification, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots de Peter Lynch qui dit en gros attention à pas trop diversifier et attention à pas diversifier n'importe comment.
Donc diversification. Hein. Diversifier, ok, mais il faut le faire de manière intelligente. Et là, je vais vous montrer un exemple de deux portefeuilles. Donc, le portefeuille A, on a 19 entreprises, et portefeuille B, on en a 10. Cependant, si vous regardez bien, le portefeuille A, il est composé essentiellement, uniquement même de banques. Alors que dans le portefeuille B, on a du Apple, donc IT, hardware, on a du Hermès, luxe, on a du Procter Gamble, donc c'est tout ce qui est les dentifrices, etc. Donc c'est de la grandistrie, produits de beauté, etc. Novo Nordisk, donc qui sont dans la santé, le diabète. Aurélie, ils vendent des pièces automobiles aux États-Unis, au Canada. Cisco, ils font de l'IT. Air Liquide, entreprise pétrochimie, gaz. Johnson Johnson dans la santé également. Schneider Electric, donc tout ce qui a à faire au réseau électrique. Et enfin Mastercard, solution de paiement. Donc voilà, portefeuille B, il y a deux entreprises seulement là qui sont dans le même secteur, c'est Johnson Johnson et Procter et Novo Nordisk, pardon. Et ils ne sont pas vraiment sur les mêmes pipelines de médicaments. Alors que le portefeuille A, c'est que des banques. Mais le portefeuille A, il y a plus de lignes. Mais quel est le plus diversifié aujourd'hui? C'est clairement le portefeuille B. D'accord. Portefeuille B, il est sur plusieurs secteurs. Je vais même pas parler de diversification géographique parce qu'au final, ces entreprises-là, ce sont des multinationales, donc elles ont du chiffre d'affaires en gros partout. Mais c'est bien d'avoir des entreprises, trouver des entreprises qui font du chiffre d'affaires équilibré entre les différentes régions du monde, c'est important. Mais voilà, la diversification, c'est pas forcément acheter 50 entreprises et me dire c'est bon, j'ai diversifié. Non, non, faut investir de manière intelligente et, euh, et, euh, et structurée. Alors là, j'ai mis un portefeuille de 10 actions. Ce qu'on va conseiller pour le particulier, ça va être 15 actions maximum. D'accord? Entre 8 et 15 actions maximum. Moi, je dirais 8, 12, mais allez, si vous voulez aller à 15, allez à 15. Pourquoi ça? Parce qu'il faut les suivre, les actions. On a dit qu'un des piliers, c'était de rien faire, mais dans le rien faire, il y a quand même de vérifier chaque année les résultats annuels, etc. D'accord? Et donc, ça demande un peu de travail. Donc, 8 à 12 entreprises, c'est très bien pour le particulier. Ça va lui permettre de suivre. Les fonds de gestion, ils ont parfois souvent plus, mais c'est pas forcément qu'ils le veulent, hein, c'est que parfois ils sont contraints par des normes, tout simplement. Maintenant, allocation du capital. Combien d'argent je mets sur chaque action? Ça, c'est la question aussi un peu. Une question phare, une question. Ouais, ouais. Donc, on va partir du principe qu'au début, j'ai choisi mes 10 actions, je vais mettre 10% de mon portefeuille dans chacune d'entre elles. Ça veut dire que, disons que j'ai un portefeuille de 10 000 euros, je mets 1 000 euros dans chacune d'entre elles. OK? Au 1er janvier 2025. Sauf qu'au 31 décembre 2025, eh ben, le portefeuille va évoluer forcément, parce que les prix des actions ils vont bouger. Et donc, on aura une distribution différente. Ok, donc là j'ai mis c'est des exemples, hein, évidemment. Donc j'ai mis qu'Apple avait monté par exemple à 13%, Cisco a baissé à 7%, etc., etc. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a deux écoles. La première école, c'est celle de Benjamin Graham pour l'investisseur défensif et qui veut pas trop se prendre la tête entre guillemets. Et ben c'est de réallouer tout à 10%. Ça veut dire que 31 décembre 2025, on a vu qu'il y a eu une variation. Et bien 1er janvier 2025, je vends ce qui a monté, donc je vends les 13% d'Apple et je rachète ce qui a baissé. Pourquoi je fais ça? Pourquoi il dit de faire ça, Benjamin Graham, hein? C'est qu'en gros, ça ne demande pas trop de travail, premièrement. Deuxièmement, c'est que l'entreprise qui a baissé, le prix de l'action a baissé, mais c'est toujours une entreprise de qualité. Donc quand le prix de l'action baisse, c'est une opportunité. Donc on va racheter ce qui baisse. Et on va vendre ce qui monte. Et ça par contre, moi j'aime pas trop parce que ça va en contradiction avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, ne pas vendre c'est gagnant. Donc acheter ce qui baisse, j'aime bien l'idée, parce que ça veut dire que c'est moins cher et qu'il faut accumuler. Par contre, vendre ce qui monte, moi je suis pas fan. Mais c'est ce qui est préconisé par certains investisseurs pour le particulier qui veut pas trop se prendre la tête. Chaque année, je réalloue mon portefeuille. Et on a des experts qui nous disent, en faisant ça, en ayant des boîtes de bonne qualité et en faisant ça, en général, vous pouvez doubler. Donc vous allez faire du 7-8% par an. Donc doubler votre capital tous les 10 ans. Puis on a la deuxième stratégie qui est de se dire je
je ne fais rien. Je fais rien. Je laisse couler mon portefeuille. Je le laisse vivre. Voilà. Je le laisse vivre. Apple est monté à 13%, bah c'est très bien pour Apple. Je laisse Apple à 13%. Voilà. Cisco a baissé à 7%, bah c'est très bien. Je laisse à 7%. Voilà. Donc après, il y a une stratégie un peu. Une troisième que j'ai pas mis là, mais plus vous allez investir, plus vous allez prendre de l'expérience, et plus vous aurez des affinités, des sensibilités, du flair peut-être, des intuitions, et vous allez vous dire, ok, Cisco a baissé là, et ben je vais racheter du Cisco parce que je sais que Cisco ça va péter un jour ou l'autre. Donc je rachète du Cisco. Donc voilà, après, plus on prend d'expérience, plus on va faire des arbitrages. On va acheter plus, vendre moins, etc. On va, par rapport à l'action, on va voir si cette action elle bat un peu de l'aile. On va peut-être, voilà, ça après, c'est avec l'expérience. Mais voilà, pour le débutant, c'est peut-être la stratégie la plus simple, c'est peut-être de tout réallouer à 10% par an. Ok. Maintenant, quand vendre? Alors, si vous avez bien suivi la masterclass, eh ben jamais. On ne vend jamais. On ne vend jamais. Alors, bien sûr, c'est pas forcément jamais, hein, mais vous m'avez compris. On garde l'action le plus longtemps possible. On garde l'action le plus longtemps possible. On, c'est le dernier pilier en fait hein, de la stratégie, c'est de ne rien faire. D'accord. On laisse les arbres monter. D'accord. On laisse les fleurs, les belles fleurs pousser. Euh, y a Philippe Fischer qui nous donne dans son livre là euh, Profit exceptionnel pour des entreprises ordinaires, je crois, c'est ça, qui nous donne trois raisons pour vendre. Moi j'en ai rajouté quatre. La première, hein, pour nous en tant que musulmans, c'est que l'action passe haram, passe non halal. Donc là, les savants ils nous disent vous avez 90 jours en gros, parce que ça peut fluctuer ça, qu'elle soit halal ou pas halal, ou ça peut fluctuer avec les chiffres, etc. Donc les savants nous donnent une autorisation de garder l'entreprise. Par exemple, on a acheté une entreprise à halal qui passe non halal, qui passe haram, on attend 3 4 mois, on revérifie si elle est toujours haram, si elle est toujours haram, on vend, si elle est halal, on la garde. Donc les trois autres, c'est celle de Philippe Fischer. Donc il dit la première raison de vendre, pardon, c'est que tout simplement on s'est trompé dans l'analyse. Voilà, on a fait une analyse, on a analysé Hermès là, tac, et puis on s'est dit que c'était une bonne boîte. Et puis quelques mois après, on revoit, on relit les rapports, on regarde les chiffres, on se dit ah, je me suis peut-être trompé. Hermès n'est pas finalement une si belle boîte que ça, donc là dans ce cas-là on peut vendre. Deuxième raison de vendre chez Philippe Fischer, c'est que l'action, en tout cas l'entreprise, ne respecte plus nos critères de sélection. Par exemple, on s'était dit, un des critères c'était que la marge brute soit de plus de 40%. Si la marge elle baisse, elle est à 45 et que sur 2 trimestres ou 2 années, 3 années, elle est à 20, et bien là on s'inquiète. Voilà. Bon, après c'est pas qu'un seul critère, il faut regarder tous les autres critères, mais voilà, si tous nos critères de management également, critères de leadership, si on voit que tous ces critères ils commencent à s'effondrer, ben on fait attention et puis on vend. Ok. Et enfin la troisième raison de vente pour Philippe Fischer, c'est si on trouve une meilleure opportunité, qu'on a besoin d'argent, et ben on peut vendre une entreprise pour avoir de l'argent et racheter la meilleure opportunité. J'ai mis un triangle rouge, attention, nous on veut éviter de vendre, clairement. Donc et puis on peut se dire ça c'est une belle opportunité, mais on peut se tromper aussi. D'accord. On peut vendre une belle boîte pour acheter une boîte dont on pense qu'elle sera meilleure, mais en fait on se trompe. Donc on fait attention et avant d'acheter une entreprise, on fait bien nos devoirs, on analyse bien. Enfin, cas de raison de ne pas vendre, l'action qui baisse de 20%, l'action qui monte de 20%, peur d'une récession géopolitique, élection de Trump, donc tout ça. Enfin voilà, on a des entreprises comme Air Liquide, comme Hermès, comme L'Oréal, comme Novo Nordisk, qui sont centenaires, voire bicentenaires. Elles ont vécu des guerres mondiales, elles ont vécu des pestes, elles ont vécu des pandémies, elles sont toujours là. Donc c'est pas l'élection de Trump, d'accord, qui va changer la donne.
y a plein de gens paniqués avec l'élection de Trump. Ils ont vendu des actions pour rien en fait. Même si ça baisse un petit peu, au final Trump il est que de passage. Et nous on a horizon long terme. Donc Trump il va être élu, ça va faire, enfin il a été élu, ça fait baisser les marchés un petit peu, mais et puis après ça remonte. Donc on s'intéresse pas trop à la géopolitique, c'est trop incertain, d'accord. Sauf si vraiment, je sais pas. Mais voilà, vous avez compris le principe. Et enfin, on ne vend pas pour prendre des bénéfices, dont on n'a pas besoin évidemment. D'accord. Mais il y en a qui se disent ça. Ah, la boîte là, elle a fait 30%, je vends, je prends un peu d'argent. Non, ça c'est pas la bonne mentale. Voilà, on en a fini avec cette masterclass. J'espère qu'elle a été bénéfique. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est pourquoi investir, d'accord. Donc on a vu qu'on voulait conserver, et augmenter notre capital. On a aussi parlé de la vision islamique, de la richesse et de l'investissement en particulier. Je vous ai présenté la stratégie que j'utilise pour mes investissements. Je vous ai aussi également rapidement présenté les outils que j'utilise, donc Moussafa, Finchat ou Fiscal.ai et Ibu Expert. Je vous ai également parlé des 5 ratios que je regarde et qui sont les plus importants quand on analyse une entreprise financièrement, donc la marge brute, la marge nette, donc BPR, un bénéfice par action, le PER, la rentabilité, la dette nette, etc. On a également vu ensemble la construction du portefeuille, donc on a dit 8 à 2 actions diversifiées, c'est très bien. Et enfin, on a vu quand est-ce qu'il fallait vendre ces actions, on a dit jamais. Si cette masterclass vous a plu, sachez que ça c'est 1 heure de masterclass. La formation que je propose à mes étudiants, c'est 6 heures de formation. Donc c'est cette masterclass multipliée par 6. On rentre beaucoup plus dans le détail de l'analyse, on rentre beaucoup plus dans le détail de la construction du portefeuille, etc. etc. Restez connectés, vous allez recevoir plein d'emails avec tous les détails. À bientôt. Salam alaikum.